Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, la Coupe du Monde de football et les derniers préparatifs des Bleus avant leur 8e de finale face au Nigeria demain, nous entendrons Didier Deschamps qui nous a accordé une interview. Et puis nous reviendrons bien sûr sur la victoire des Pays-Bas sur le Mexique 2-1. Le match vient de s'achever à l'instant. En France, de gros dégâts provoqués par les intempéries. La nuit dernière et ce matin encore, l'alerte aux orages a été levée. Mais la grêle s'est abattue sur les vignobles de Bourgogne. Une catastrophe pour les viticulteurs. En matière d'éducation, les ABCD de l'égalité abandonnés par le nouveau ministre. Cet outil de lutte contre les inégalités entre filles et garçons à l'école, qui avait suscité des polémiques, ne sera pas généralisé à la rentrée prochaine. Dans ce journal, nous suivrons également les nouvelles brigades volantes de la gendarmerie. Les hélicoptères sont de plus en plus utilisés pour des missions de jour et de nuit. Nous avons suivi les gendarmes de l'air en mission. Et puis nous vous proposerons une promenade à la campagne, à la découverte de l'un des plus grands artistes impressionnistes, Caillebotte, que l'on connaît peut-être moins bien que les autres. Une quarantaine de ses toiles sont exposées dans son ancienne propriété de l'Essonne, ce qui permet de nous plonger dans l'univers du peintre mécène. Et nous commençons par une page complète Coupe du Monde de football, J-1 avant France-Nigeria. Les Bleus vont entrer demain à 18h dans une phase décisive de la compétition. Ils sont arrivés largement à l'avance à Brasilia, où va se dérouler le match. Voyons comment s'est passée leur journée avec Didier Pireschi, Julien Deniel et Jimmy Abdou. C'est un terrain que les Bleus auraient dû découvrir aujourd'hui. Mais comme à Rio pour le match contre l'Équateur, la FIFA a déplacé les entraînements pour préserver la pelouse. Un semblant de polémique éteint par les pompiers de Brasilia qui ont prêté leur terrain d'entraînement. À défaut du stade Garrincha, les joueurs se font une idée du contexte climatique qui les attend demain, pas loin de 40 degrés au soleil. Je ne suis pas forcément inquiet. La chaleur, elle sera présente pour les deux équipes. Après, peut-être que les Africains ont plus l'habitude que nous. Gérer le stress sera peut-être encore plus difficile pour les joueurs. La plupart vont découvrir la pression d'un match éliminatoire en Coupe du Monde. Il y a une tension qui est un peu plus élevée. Chaque match peut être le dernier, donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. C'est le très haut niveau et il faut s'attendre à tout. Pour en avoir gagné beaucoup quand il était capitaine des Bleus, Didier Deschamps détient les clés de ce genre de confrontation. Il les avait transmises à ses joueurs avant le barrage coup-près contre l'Ukraine il y a 7 mois, avec la réussite que l'on sait. Et nous avons rejoint Didier Pireschi qui se trouve devant le stade où viennent de s'entraîner les Bleus. Didier, après leur beau parcours dans leur groupe E, les Français sont dans les meilleures dispositions. Oui, les joueurs de l'équipe de France sont en confiance, c'est vrai, après un premier tour quasi parfait. Et on leur colle désormais l'étiquette de favori de cette Coupe du Monde. On le sent notamment lors des conférences de presse à travers les questions des médias étrangers. Ce matin encore, un confrère demandait à Didier Deschamps et Hugo Lloris s'ils s'estimaient désormais favoris pour la victoire finale. Alors quelques joueurs sont tombés dans le panneau cette semaine. On pense notamment à Bakary Sagna ou à Morgan Schneiderlin, peut-être un péché de jeunesse. Et ce matin, Didier Deschamps a convenu qu'il les avait gentiment recadré. On fait confiance au sélectionneur pour avoir su trouver les mots. Ce qui est certain en tout cas, c'est que favori ou pas pour gagner la Coupe du Monde, favori ou pas pour ce match contre le Nigeria, ni les joueurs ni Didier Deschamps n'ont envie que l'aventure s'arrête demain. Voilà, et Didier Deschamps que nous entendrons dans quelques instants. France-Nigeria, c'est à suivre donc demain à 18h sur TF1. Nous verrons si les supporters français ont fait le déplacement en nombre jusqu'au stade de Brasilia. En attendant, nos compatriotes s'accordent une visite à l'hôtel des Bleus, un peu de tourisme sous un très beau soleil, très chaud. Axel Monnier, Florian Le Goïc et Loris Freeman les ont suivis dans les rues de Brasilia. Même si les hordes de supporters français ne sont pas arrivés, il y a toujours quelqu'un pour accueillir les Bleus à leur hôtel. Français, brésiliens ou franco-brésilien. Le cœur, il est éternellement partagé. Et donc, quand on a su qu'ils viendraient, on va les voir arriver au moins. Et moi, j'irai au stade lundi. La France pratique un très beau football, bien léché et très offensif. J'ai confiance en cette équipe. Ça me plaît. L'équipe de France jouera son 8e à Brasilia. Cette capitale futuriste, créée de toutes pièces en 1960, née dans l'esprit de l'architecte Oscar Niemeyer. Alors, en attendant le match, les Français font du tourisme. Lundi, on aura le match où la France... Je voulais pas rater le match. Après, en plus, on peut joindre l'utile à l'agréable et visiter un peu la ville. Moi, c'est la première fois que je viens personnellement ici. Mais devant les monuments de la ville, comme la cathédrale ultramoderne, les maillots bleus se font plutôt rares. Ils sont pas encore arrivés, j'espère.
mais on les attend. On ne peut pas laisser le stade au Nigeria simplement. Donc j'espère qu'on sera nombreux, en blanc ou en bleu, mais il faudra qu'on soit là. On est venu les soutenir jusqu'au bout. Les supporters français devraient être un peu moins nombreux ici à Brasilia que lors des premiers matchs. Environ 2000 fans en bleu, blanc, rouge prendront place dans le stade de la ville, mais la majorité n'arrivera que demain. Et avec nous, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui a bien voulu nous accorder quelques minutes dans l'après-midi. Bonjour Didier Deschamps, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors là, l'équipe de France aborde, j'allais dire, une nouvelle phase de la compétition. C'est comme si c'était une nouvelle Coupe du Monde avec les matchs à élimination directe. Quel est l'état d'esprit des joueurs aujourd'hui, Didier ? Oui, c'est en effet une compétition dans la compétition. On a fait cette première phase de poule qui s'est très bien passée pour nous. Là, on se retrouve dans la configuration élimination directe, donc évidemment totalement différent. Il y a beaucoup de confiance par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de la compétition et de l'ambition aussi. Voilà, on est tous concentrés et focalisés sur cette équipe du Nigeria qui est notre prochain adversaire. C'est un 8e de finale de Coupe du Monde, donc ça représente quelque chose et on a fait en sorte de se préparer tous au mieux pour être performants demain à 13h. Alors cette préparation, Didier Deschamps, qu'est-ce qu'elle a eu de particulier, sachant que le match demain se jouera, comme vous le dites, à 13h, c'est-à-dire vraiment par la plus forte canicule? Oui, il y aura une température autour des 30 degrés. Le taux d'humidité, heureusement, n'est pas très élevé, mais évidemment que ça change le déroulé de la journée. Et on a habitué les joueurs sur ces 3 derniers jours à ce rythme-là. Évidemment, l'alimentation est différente, à des horaires différents aussi. Donc, il faut habituer les organismes et la tête. On s'est calé sur l'heure du match depuis 3 jours pour faire en sorte de ne pas avoir de ce problème-là demain à l'heure du match. Et vous êtes à Brasilia depuis quelques temps maintenant, 2 jours. On vous a senti légèrement contrarié, Didier Deschamps, parce que l'équipe n'a pas pu jouer sur le stade. Non, je ne suis pas contrarié. Après, je comprends la FIFA qui veut protéger ses pelouses par rapport notamment aux télévisions également pour donner une belle image des terrains de foot. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est des stades qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai été joueur aussi. On apprécie toujours la veille du match de pouvoir reconnaître l'enceinte dans laquelle on va jouer le lendemain. Ce n'est pas une contrariété, mais disons que c'est mieux, ça aurait été mieux de pouvoir fouler la pelouse déjà cet après-midi. Évidemment. Cette équipe de France que vous allez nous présenter demain soir, en tout cas demain soir pour nous et demain à 13h pour vous, comment se présente-t-elle? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire que Mamadou Sakho, qui a été blessé à la cuisse, va jouer? Il va mieux. Il doit faire un entraînement cet après-midi et puis je verrai ce soir s'il est disponible ou pas. Voilà, donc on n'en saura pas plus sur la composition, mais c'est encore un travail évidemment qui se peaufine à chaque heure et chaque instant, évidemment avant le match. Comment allez-vous, j'allais dire, aborder votre adversaire, le Nigeria, Didier Deschamps? Quelles sont ses forces et ses faiblesses selon vous? C'est une équipe très athlétique, avec beaucoup de puissance et de vitesse. Une défense assez regroupée, avec beaucoup de taille et d'engagement. Et puis devant, ils ont des joueurs qui sont rapides, puissants, qui sont capables de créer des problèmes. Et un gardien réputé assez fort, est-ce que ça veut dire que l'équipe de France va devoir être, j'allais dire, encore plus offensive? Efficace surtout. Après, c'est pas forcément en étant très offensif qu'on marque plus de buts. Il faudra qu'on soit vigilant aussi de par la vitesse et la puissance de leur attaquant. Mais l'efficacité au haut niveau, c'est quelque chose d'important défensivement. Mais pour gagner les matchs, il faut marquer. Mais vous aviez vraiment marqué beaucoup de buts lors des 2 premiers matchs de poule. Vous l'avez rappelé, Didier Deschamps. C'est vrai que la France, aujourd'hui, fait presque figure de favorite dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça change pour les joueurs et l'ambiance dans le groupe? C'est plutôt très agréable pour nous de sentir cette ferveur, ce soutien des supporters. Après, on sait d'où on vient. On a été compétitif sur ces 3 premiers matchs. Tout est remis en cause demain. Donc voilà, notre énergie et notre attention est focalisée sur ce match contre le Nigeria. Et ça ne sert à rien de se projeter plus loin pour le moment.
Et en tout cas, on vous suivra bien sûr demain avec beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme et de passion. Merci beaucoup Didier Deschamps de nous avoir accordé quelques minutes avant votre conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Et l'adversaire des Bleus sera donc demain le Nigeria, on en a parlé, c'est l'une des 2 équipes africaines encore en lice, le champion d'Afrique en titre aussi, qui n'a rencontré qu'une seule fois la France dans son histoire. Voyons ce qu'il faut redouter ou attendre des Super Eagles avec Pierre-Emmanuel Chinardet et Sylvain Roland. Ce matin, c'est un peu comme si rien ne s'était passé. Des sourires, une bonne humeur générale. Visiblement, les Nigérians ont oublié l'affaire des primes et la grève de l'entraînement cette semaine. Et pour ceux qui auraient encore un doute, les dirigeants viennent porter la bonne parole. L'atmosphère est très bonne, il n'y a pas de problème, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a qu'à aller voir s'entraîner. Désormais, place au jeu et à cette équipe de France que tout le monde redoute, mais que chacun rêve d'éliminer. Quand ils seront sur le terrain, les questions d'argent, ce sera de l'histoire ancienne. Pendant 90 minutes face à la France, peut-être 30 minutes de plus, peu importe. Ils vont se battre, croyez-moi. Les Nigérians pourront compter sur Vincent Enyama, impressionnant face à l'Argentine de Messi. Le gardien de but de Lille connaît bien la France. Son ambition est immense, car pour lui, la Coupe du Monde ici dépasse le cadre du sport. C'est comme aller à l'église. Le Brésil est connu parce qu'ici, le football est une religion. Un gardien mystique, des attaquants rapides et habiles, l'équipe de France est prévenue. Le Nigeria est prêt pour l'exploit. Comme les Bleus, les joueurs nigérians découvriront ce stade de Brasilia pour la première fois juste avant le début de la rencontre. Les Nigérians qui jouent pour l'histoire, puisqu'en cas de victoire, ils atteindraient pour la première fois les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Un jour avant la rencontre décisive, les supporters de l'équipe de France sont en général optimistes. Il faut dire que les Bleus ont fait un beau parcours jusque-là. Nous avons voulu recueillir leurs témoignages, leurs conseils et comprendre ce qu'ils attendaient des joueurs. Un petit florilège signé Hélène Grégoire et Lionel Jaoui. Quelques coups de crayon pour donner naissance à un sélectionneur confiant. Et s'il pouvait le faire parler, ce caricaturiste de Montmartre conseillerait aux joueurs de conserver l'état d'esprit de ce début de compétition. Il y avait de la discipline, il y avait du plaisir, il y avait de la joie. C'est une équipe qui peut aller loin. Pour aller loin, à écouter les touristes, la recette semble simple. Il faut qu'ils pensent, puis ensuite qu'ils jouent bien, qu'ils se nourrissent bien. Demandons donc à ce restaurateur d'imaginer le repas idéal d'avant-match pour les Bleus. Je leur ferai un gros plat de pâtes parce qu'ils ont besoin de sucre lent. Donc on a des tagliatelles tomates, basilic, ou sinon on pourrait mettre un petit peu de crème à la nette dedans. Il leur faut des forces et on veut surtout qu'ils battent le Nigeria parce que nous, là, on est derrière eux, on est tous derrière eux. D'habitude au marché aux puces dominicales, sur les stands il y a uniquement des vieilleries. Mais aujourd'hui, cette vendeuse a misé sur les supporters et ne voudrait pas que tout cela lui reste sur les bras. On ne pense pas au t-shirt, mais j'espère qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, c'est tout, c'est tout. Profitons-en pour faire expertiser auprès des brocanteurs la cote de l'équipe de France à la veille d'un 8e de finale. Est-ce que vous pensez que s'ils vont loin dans la compétition, ça va prendre de la valeur? Ah bien entendu. Ah bah c'est sûr ça. Ça se vendra mieux après? Absolument. Donc c'est un bon achat. Le choix des couleurs du bouquet du dimanche est imposé. Les rouges, normalement, c'est l'amour. Et les blancs, c'est la purité. Et les bleus, la victoire, on espère. Et puisque les fleurs ont un langage, laissons-les avoir le dernier mot. Faites-nous rêver. Et on revient bien sûr aussi sur le match Pays-Bas-Mexique et la victoire des Hollandais 2-1. Les Hollandais qui sont l'un des grands favoris du tournoi. Le match c'est terminé juste avant ce journal. Le résumé de Mathieu Perrault. Dans la chaleur de Fortaleza, on attendait un match bouillant entre deux équipes spectaculaires depuis le début de la compétition. Mais mis à part 3 occasions franches à mettre au crédit des Mexicains, et une pause rafraîchissement décidée par l'arbitre à la 31e minute. Pas grand-chose d'exceptionnel à se mettre sous la dent en première mi-temps. C'est à la reprise que tout va changer. Le Mexique repart à l'attaque, cherche le chaos. 48e minute, Giovanni Dos Santos jette un froid dans le camp orange. Les Néerlandais vont être obligés de se réveiller. 57e minute, première alerte sur le but mexicain. Superbe parade de Guillermo Ochoa, qui, après avoir écœuré les attaquants brésiliens au premier tour, décourage les finalistes de la dernière Coupe du Monde. Jusqu'à cette 88e minute, et ce but de Wesley Sneijder qui ramène les Pays-Bas dans la course. Un partout, les Mexicains s'écroulent, commettent la faute,
et encaisse un deuxième but dans la foulée sur un pénalty signé Huntelaar. Les Pays-Bas reviennent de loin mais continuent l'aventure. Les voici en quart de finale. Les grandes équipes ne meurent jamais. Et puis quelques images de la qualification dans la douleur hier soir du Brésil face au Chili. Vous avez été très nombreux à regarder ce match jusqu'au tir au but, un moment de suspense terrible qui a laissé la place au soulagement. Vous le voyez, à la joie des Brésiliens. C'est des images qui nous viennent de Copacabana, Rio, où des écrans géants avaient été disposés. Voilà. Avant de refermer cette page football, revoyons les plus beaux buts de ce mondial, et notamment ceux de la star brésilienne Neymar, et un incroyable tir hier soir de James Rodriguez, le Colombien. Des buts commentés par Vincent Fandège. C'est la star de la sélection brésilienne. À 22 ans, Neymar porte presque à lui seul la Seleção grâce à ses 4 buts marqués. Son plus beau, c'était contre le Cameroun. Neymar est supérieur, Neymar est extraordinaire, Neymar est demais. Quand il ne mord pas ses adversaires, c'est un joueur exceptionnel. L'Uruguayen Luis Suarez n'a eu que 2 matchs pour nous montrer tout son talent. Nous avons choisi ce but qui a donné la victoire de son équipe contre l'Angleterre. Un petit peu de chauvinisme dans ce top but, avec en 3e place Karim Benzema et la très belle passe de son coéquipier, Paul Pogba. Eux n'ont pas besoin de Batman, car ils ont déjà Robin van Persie. Les Pays-Bas et lui ont survolé l'Espagne. Cette tête plongeante lui a valu le surnom de Hollandais volant. Enfin, le bijou de la révélation du mondial, le Colombien James Rodriguez. Contrôle de la poitrine, puis sublime reprise de volée. Maîtrise parfaite. Espérons que la Colombie aille le plus loin possible dans ce mondial. Voilà pour notre page Coupe du Monde, avant bien sûr le match de demain, le match de la France, le premier match de cette Coupe du Monde, pour les 8e de finale bien sûr. Dans le reste de l'actualité, les dégâts provoqués par les orages sur un grand nombre de départements la nuit dernière, l'alerte a été levée, mais la grêle a fortement endommagé les vignobles en Bourgogne. C'est une catastrophe pour certaines appellations prestigieuses, comme nous le montre ce reportage de Valentine Patry et Julie Roth. C'est assez violent, hein, ça a complètement éclaté la structure de la branche. Là, ça a même arraché cette branche-là, les raisins quasiment entièrement détruits, tous les tris, voilà quoi. C'est avec le cœur lourd que ce viticulteur constate les ravages des grêlons sur sa parcelle de Pommard Premier Cru, l'un des plus réputés de la côte de Beaune. Ici, près de 50% des vignes ont été endommagées par 2 orages de grêle hier soir. C'est l'abattement, le découragement qui prend le pas le lendemain de la catastrophe. On a de plus en plus de mal à joindre les 2 bouts, à payer nos charges, nos salariés. On espère ne pas avoir à vendre de vignes, par exemple, pour retrouver un peu de financement. C'est la 3e année consécutive que la grêle s'abat sur le vignoble des Côtes de Beaune. 3 ans que Thierry perd 2/3 de sa production. On passe d'une production totale de 30 000 bouteilles en 2009 à seulement 9 000 bouteilles en 2012. Les générateurs anti-grêle qui ont été activés hier ont légèrement atténué la taille des grêlons, mais les pertes sont considérables et les viticulteurs craignent que cela se répercute sur les prix du vin. C'est vrai que les prix augmentent, mais on ne peut pas les augmenter ad vitam aeternam. Donc du coup, c'est vrai que là, on sait qu'on ne va pas augmenter nos prix cette année. Par contre, c'est vrai que ça va être plus difficile pour les sociétés. Il y a des exploitations qui n'auront déjà plus de trésorerie parce qu'on manque de 2012 et de 2013. Ça va être les banques qui vont un peu serrer les vis, comme d'habitude. Et donc des vignes qui vont se vendre, des exploitations familiales qui vont fermer, et au profit de grosses qui, eux, ont encore des sous pour investir et racheter des vignes pas chères, quoi. Et ça, c'est grave. Certains viticulteurs des Côtes de Beaune peuvent espérer, comme l'an dernier,